Bonjour Nicolas, merci de me rejoindre sur ce nouveau podcast. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter pour ma communauté, savoir un petit peu ce que tu fais dans la vie, en dire un petit peu plus sur toi? Ok, salut. Alors, comment tu souhaites qu'on t'identifie un peu moins pauvre? Voilà, bah, tout le monde m'appelle un peu moins pauvre ou UPMP, ça dépend. Ok, impeccable. Donc, je suis Nicolas Blanco et je suis le fondateur et le développeur principal de la plateforme Moning.co. Donc, c'est une plateforme que j'ai commencé à développer déjà il y a quelques années. Et puis, je suis très content de la communauté qu'on a réussi à construire autour de ce projet. On a une belle communauté qui est vraiment enthousiaste, qui apprécie le travail qui est effectué sur la plateforme. Et vraiment, tout en restant dans voilà, ma logique, c'est l'investissement long terme. C'est créer une plateforme qui soit simple d'utilisation et qui plaise à toutes les personnes qui sont intéressées pour vraiment investir sur des actifs de qualité et sur le long terme. Voilà, et puis sinon, par ça, je suis entrepreneur et à la base, je suis ingénieur. J'ai travaillé donc ingénieur web et j'adore le web, j'adore le développement web. Et donc, j'ai travaillé dans pas mal de startups et d'entreprises internationales, aussi bien des startups aux États-Unis qu'à Londres et même des grands groupes comme France Télévisions. Voilà, c'est mon D'accord, oui, petit parcours. ça fait un beau chemin. Voilà. Et du coup, tu dis que donc tu as créé Moning vis-à-vis de l'investissement, mais tu as été toi-même investisseur avant et tu n'as pas trouvé de plateforme justement qui te convenait ou comment t'en es arrivé là? Ouais, alors en fait, c'est ça. Ça fait déjà plus de 6 7 ans. Je me souviens plus exactement comment j'ai découvert la bourse et l'investissement. Euh, et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à la base, c'est un domaine, l'investissement en bourse, ça m'intéressait pas trop parce que je pensais, j'avais des a priori, j'avais des a priori sur que c'était trop compliqué et puis que pour faire des investissements en bourse, il fallait entre guillemets être un trader et suivre des graphiques à longueur de journée. Et donc, euh, et donc j'avais cet a priori-là. Et puis, je sais pas comment je suis tombé sur des vidéos de blogueurs américains qui parlaient des ETF. Et c'était déjà il y a un paquet de temps, enfin, de très très nombreuses années. Et puis qui parlait aussi de prendre sa retraite avec des actions à dividendes. Et j'ai commencé un petit peu à regarder, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, à regarder un petit peu les outils qui étaient proposés à cette époque-là. Et puis je voyais beaucoup d'investisseurs américains utiliser des outils, des plateformes comme Investing, Simply Safe Dividends. Je me suis un petit peu intéressé à ces plateformes et je les ai trouvées, Simply Safe Dividends par exemple, je l'ai trouvé assez sympathique parce que voilà, c'est une plateforme qui a une logique vraiment long terme. Euh, mais cette plateforme était très axée pour le public américain. Alors peut-être que depuis ils se sont un petit peu améliorés, mais c'était vraiment très américain, que ça soit pour le business model, c'est-à-dire une souscription à l'année qui coûtait plusieurs centaines de dollars, et puis les actifs qu'on trouvait sur la plateforme, il y avait quasiment que des actifs américains. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ah punaise, il y a même des influenceurs français qui commencent à parler de ce type de plateforme. Peut-être ça serait intéressant d'en créer une qui soit en même temps, qui ait un business model plus axé pour les Européens et en plus qui fournirait des actifs aussi qui soient plus utilisés par les Européens parce que voilà, on sait que les Européens, en France, on a des niches fiscales, on a le PEA qui est vachement utilisé par les investisseurs. On a les assurances vie, on a d'autres types d'investissements. Et puis maintenant, les investissements, même les trackers sont régulés en Europe. Les ETF sont régulés en Europe. Donc un Européen ne peut que acheter les ETF qui ont la régulation qui correspond à la régulation européenne. Donc voilà, le but c'était de créer une plateforme bien sûr, on est toujours inspiré par d'autres plateformes lorsqu'on crée sa propre plateforme, mais voilà, mon but, c'était de créer une plateforme qui soit plus axée pour les investisseurs européens, de manière générale.
Voilà. D'accord. Oui, toi étant toi-même investisseur, du coup, quelque chose qui te correspond et qui pourrait correspondre à d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Voilà, allez, je me lance dans la création d'une plateforme SaaS qui va convenir principalement aux investisseurs européens. Voilà. Et du coup, niveau de la plateforme, tu es tout seul à t'en occuper? Vous êtes plusieurs personnes à gérer Morning? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, alors, on est trois principalement dans Morning. Moi, voilà, je suis le fondateur et je suis le développeur principal. Et je suis accompagné de Nicolas Auclair, qui lui est plus sur le community management, et qui fait un travail vraiment très sympa aussi sur X, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et je suis aussi entouré de Clément Ourceau, aussi connu sous le nom de Le Petit Actionnaire sur X. Et donc, qui lui a aussi l'agrément de l'AMF. Et donc, aussi de mettre en avant le côté sérieux de la plateforme, le côté long terme. Et voilà, ce sont deux excellents. On est une belle petite équipe autour de ce projet, quoi. Je suis vraiment très content de l'équipe qui est en place derrière ce projet. Ok, et du coup, donc, tu es vraiment la seule personne qui s'occupe du développement de la plateforme. Ouais, je suis l'ingénieur en chef de Morning et je m'occupe de tout le développement et bah aussi forcément c'est au bout d'un moment en fait lorsqu'une plateforme commence non, au début de la création d'une plateforme il y a énormément de travail à faire et puis au bout d'un moment il y a moins de travail à faire, on est plus sur une logique d'amélioration continue, de correction de bugs, de ce genre de choses. Donc, je fais toujours, j'essaie toujours de prendre en compte les retours de la communauté et d'améliorer la plateforme. Et je suis vraiment aussi dans une logique euh, de continuer l'innovation aussi sur la plateforme. Notamment, bah, ça fait un peu plus d'un an qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle générative. Et si tu as envie qu'on en parle plus en détail, n'hésite pas à me poser des questions sur ce côté-là, parce que c'est un point qui m'intéresse beaucoup, et c'est comment on peut utiliser, comment on peut créer une plateforme qui intègre bien l'intelligence artificielle générative et que ça sert vraiment aux utilisateurs, pas que ça soit juste un ajout pour faire du marketing, quoi. Oui, j'ai vu que sur la plateforme, on peut directement, comment dire, voir nos portefeuilles avec l'intelligence artificielle et que elle va nous dire un petit peu ce qu'il en est sur notre portefeuille. Voilà, donc c'est ça en fait. Lorsqu'on a commencé à réfléchir sur l'intégration de l'intelligence artificielle, c'était ok, de quelle manière on peut l'intégrer pour que ça ait de la valeur. Et bien sûr, une des premières idées, c'était voilà, est-ce que l'intelligence artificielle générative peut nous aider à analyser, à faire une analyse en fait de notre portefeuille et après de nous faire des retours sur est-ce que notre portefeuille ou est-ce que notre patrimoine de manière générale est correctement diversifié? Parce qu'on parle beaucoup de voilà, il faut être un minimum diversifié, que ce soit sur les différents secteurs, euh, pour pouvoir en fait avoir un patrimoine qui résiste aux différents cycles boursiers possibles. Est-ce qu'on est aussi bien diversifié au niveau des pays? Ce genre de questionnement. Est-ce qu'on n'est pas trop, par exemple, sur un secteur, par exemple, on est trop sur la technologie, ou alors on est trop technologie USA, par exemple. Et voilà, la question c'était, voilà, utiliser l'intelligence artificielle générative pour faire une analyse de notre patrimoine. Et par la suite, en fait, ce qui est intéressant, c'est que à force de réfléchir et à force de voir ce qui était possible avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on a réussi à trouver d'autres applications à l'intelligence artificielle qui n'est pas que l'analyse. Euh, et notamment, le deuxième pilier qu'on a rajouté sur Morning, c'était plus éducationnel.
C'est après l'analyse. L'analyse, on va dire, l'analyse du portefeuille, du patrimoine, c'était le premier pilier de l'IA. Le deuxième pilier de l'IA qu'on a rajouté dans Moning, c'était, OK, on a des gens qui veulent toujours apprendre plus sur l'investissement long terme. On a des fiches d'actions et d'actifs sur Moning qui comprennent quand même pas mal de termes techniques. Comment comment on peut aider les gens à comprendre ces différents termes techniques, mais pas simplement en affichant juste une infobulle avec un texte générique. Par exemple, tu vas sur certains sites d'actualité boursière, tu vas avoir un petit point d'interrogation à côté des libellés qui vont simplement te dire, qui vont simplement te donner une définition de dictionnaire de ce que c'est un PER, de ce que c'est le bêta d'une action ou ce genre de termes techniques. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour donner l'information, mais dans le contexte de l'action? Ça veut dire, voilà, telle entreprise a un PER de X. Explique-moi ce que c'est le PER dans le contexte de cette action, de cette entreprise, dans ce secteur et qui a telle valeur en PER, quoi. Et donc, on s'est rendu compte que c'est vachement utile d'utiliser l'IA pour ça, en fait, pour donner une information éducationnelle dans le contexte d'un actif, dans le contexte d'une entreprise, dans le contexte d'une action. Oui, c'est plus facile que juste un texte comme ça, comment dire, comme tu disais tout à l'heure, qui te dirait un petit peu une définition standard d'un dictionnaire. Voilà, exactement. Parce que si tu vas sur la plupart des sites d'actualité boursière qui ont des fiches d'action, souvent ils ont une aide ou une aide contextuelle. Tu passes ta souris sur un élément et puis tu vas avoir la définition d'un terme technique. Et nous, on s'est dit, OK, est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour aller plus loin que ça, quoi? Pour pas uniquement juste donner une définition d'un dictionnaire, mais prendre en compte la valeur de l'indicateur qui est souhaité par l'utilisateur dans le contexte de l'entreprise. Comme ça, on a vraiment un texte qui est généré en temps réel par l'IA au moment où l'utilisateur il va avoir sa définition de ce que c'est le bêta d'une entreprise, à quoi ça correspond, etc. Puis progressivement, on l'a appliqué sur tous les indicateurs et sur tous les scores qu'on fournit sur Moning. Et donc maintenant, si vous allez sur Moning et que vous êtes connecté, même si vous avez un compte gratuit, vous pouvez aller sur une fiche d'une action et cliquer sur un indicateur et vous allez avoir la définition de l'indicateur générée par l'IA dans le contexte de l'entreprise. D'accord, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est vraiment, honnêtement, j'ai été assez bluffé sur cette utilisation de l'IA. Je pense que c'est quelque chose qu'on met peut-être pas assez en avant, mais bon, après, voilà, il y a c'est toujours comme ça, on a un logiciel, on a potentiellement beaucoup de fonctions, et les utilisateurs, s'ils utilisent déjà 10% 10% des fonctions qu'on a mis dans son logiciel, c'est déjà beaucoup, donc c'est aussi à nous, les créateurs, les développeurs, de trouver des bons moyens, que ce soit au niveau de l'expérience utilisateur, de l'interface et du côté marketing pour mettre en avant des points qu'on trouve sympathiques, quoi. Oui, et dans tous les cas, il y a toujours des nouveaux points qui intéressent de nouveaux utilisateurs. Aussi bien, moi je pense avec l'IA que tu es en train de décrire, c'est bien pour les personnes qui ne s'y connaissent pas trop et qui justement peuvent avoir une aide grâce à cette intelligence artificielle plus précise. Que d'autres personnes qui s'y connaissent peut-être aussi beaucoup mieux auront aussi une aide plutôt sympa grâce à l'intelligence artificielle. C'est comme si tu avais quelqu'un directement sur la plateforme qui t'aidait. Ouais, honnêtement, surtout qu'en plus, la plupart des sites utilisent toujours le même type de texte pour les définitions des indicateurs. Puis il y a des sites comme Investopedia qui ont vraiment des articles complets sur chaque indicateur, etc. Et j'ai trouvé que intégrer l'IA, mais en plus en lui demandant une définition de tel indicateur dans le contexte d'une entreprise qui est dans tel secteur, qui a telle valeur, etc., ça donnait des résultats vraiment très convaincants. Et donc ça, on va dire, c'est le deuxième pilier d'intelligence artificielle que j'ai intégré dans Moning et que je trouve très sympa. Et il y a deux nouveaux piliers utilisant l'intelligence artificielle qu'on souhaite lancer d'ici la fin de l'année sur Moning.
Et ça, c'est un petit peu le côté exclusif. Ah, ça peut intéresser les gens. Voilà, je t'avais indiqué lorsque tu m'as envoyé le message pour faire le podcast, je t'avais dit qu'il y aurait peut-être des exclusivités. Et ça fait voilà, c'est une première exclusivité. On va lancer 2 nouveaux piliers utilisant l'intelligence artificielle d'ici la fin de l'année sur Money, quoi. D'accord, donc ça va être enfin, ça va intéresser encore plus de personnes, en particulier des nouveaux investisseurs ou des personnes qui connaissent déjà la plateforme. Tu peux en dire un petit peu plus ou pas? Ouais, bien sûr. Je vais en dire en exclusivité plus. Ça va aussi bien intéresser des débutants que des avancés, enfin des investisseurs débutants que des investisseurs avancés. Le troisième pilier de l'utilisation de l'IA, ça va être pour vraiment générer un journal d'actualité pertinent pour chaque investisseur, personnalisé avec les actions, les entreprises et les actifs sur lesquels vous investissez. C'est-à-dire vous investissez sur, je sais pas, sur l'or, sur Coca-Cola, sur Apple, sur Total. Si vous allez sur un site d'actualité classique, vous allez avoir énormément d'actualités, potentiellement en temps réel. La problématique aussi, c'est que la plupart des bons sites d'actualité sont en anglais. Donc, il y a aussi des personnes qui ont peut-être un niveau un peu moins élevé en anglais. Et donc, vous ne pouvez pas forcément suivre tout ce qui se passe. Et en plus, il y a beaucoup d'actualités. Et le troisième pilier de l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça va être prendre tout le flux d'actualités qui correspond aux investissements, à tes investissements, et générer vraiment un journal concis où en quelques phrases, en quelques lignes et dans un bon français aussi, tu vas pouvoir être mis au courant de ce qui se passe et aussi d'actualités qui sont intéressantes pour ce que tu fais, pour l'investissement long terme. L'intelligence artificielle va être programmée pour uniquement prendre en compte vraiment les actualités qui peuvent avoir une répercussion sur ton investissement long terme sur tel ou tel actif. Et en plus de ça, on va demander à l'intelligence artificielle de donner un sentiment, c'est-à-dire un sentiment positif, neutre, positif, neutre ou négatif, sur chaque entreprise que tu as dans ton portefeuille, en relation avec les actualités qu'il y a actuellement, quoi. Donc voilà, ça c'est le troisième pilier d'intelligence artificielle qui va déjà être lancé en septembre. C'est une exclusivité dans ton podcast. C'est gentil, merci. C'est la première fois que j'en parle en public. Donc voilà, c'est ce qu'on va. Je suis très content du résultat et je vais être très content de lancer cette fonctionnalité sur Money en septembre. Ça va être un petit peu, si je comprends bien, comme une aide via une intelligence artificielle pour mieux comprendre son portefeuille et mieux savoir dans quelle direction on se dirige avec les actions qu'on possède déjà, pour prendre un petit peu plus de décisions facilement. Non, c'est vraiment l'actualité. Oui, mais en fonction de l'actualité, tu peux prendre des décisions sur ce que tu veux faire avec tes actions. Voilà. C'est ça, c'est qu'on va demander à l'intelligence artificielle, pas uniquement parce que c'est aussi ça, une des problématiques à l'intelligence artificielle, c'est que ce sont des intelligences artificielles générales la plupart du temps, ce qui nous est proposé, et elles n'ont pas leur base de données à jour sur les dernières actualités. C'est-à-dire si tu lances une session sur ChatGPT, ces derniers, on va dire sa base sur laquelle il a été entraîné, ça va toujours dater d'il y a plusieurs mois. Et donc nous en fait on va fournir en data, en données, l'intelligence artificielle avec les toutes dernières actualités, c'est-à-dire les actualités qui viennent juste de tomber de ces derniers jours et de ces dernières semaines.
et on va lui demander de vraiment faire un rapport concis en quelques lignes pour chaque entreprise, en prenant en compte l'actualité, en faisant un sentiment, en donnant un sentiment positif, neutre ou négatif, en prenant en compte l'actualité et aussi le fait que c'est de l'investissement long terme. D'accord. Plutôt Ouais. intéressant, tu vois, là maintenant, j'ai hâte de voir ça. Et donc, ouais, je suis vraiment très content des résultats. Et on va lancer ça d'ici quelques jours. Voilà. D'accord. Et du Et coup, ça, c'est le troisième pilier d'intelligence artificielle. Et en même temps, donc, je travaille sur un quatrième pilier. Et ça va plutôt être un pilier, on va dire, utilisé en interne. C'est-à-dire, il y aura pas de bouton pour l'utilisateur, il n'y aura pas vraiment de grosses fonctionnalités pour l'utilisateur. On va plus l'utiliser en interne. Euh, Toujours dans un objectif d'amélioration de la qualité de la donnée. ok. Et Mm. du coup, en termes de temps, ça prend combien de temps de s'occuper d'une plateforme comme Morning? Alors moi, je travaille à plein temps sur Moning. Voilà, je travaille à plein temps et bah, c'est aussi un projet qui reste une passion. Je suis vraiment passionné. Je suis pas un investisseur professionnel. Euh, je suis un ingénieur. Je reste passionné par la création de plateformes web. Je reste passionné par les dernières technologies, euh, y compris par la blockchain, la décentralisation, l'intelligence artificielle depuis un peu plus d'un an. Et c'est vraiment ça qui m'anime. Et je suis toujours en train de réfléchir sur comment avoir une plateforme qui soit de meilleure qualité, avec des meilleures données, avec des données qui soient toujours très lisibles, très faciles à comprendre. Et je m'occupe de Moning à plein temps. Et bah, des fois, ça m'arrive même de répondre, de répondre aux utilisateurs le week-end parce qu'on a un forum et sur ce forum, il y a pas mal d'animations. Et donc, je garde toujours un œil sur. J'essaye de garder un œil, même s'il y a des dizaines de messages par jour. Je peux pas tout lire, mais j'essaye de garder un œil sur ce qui se passe. Et lorsqu'il y a des problèmes avec la technique, j'essaye de m'en occuper le plus rapidement possible, quoi. D'accord, oui, c'est, on va dire, ton petit bébé. Ouais, ça reste mon petit bébé, ma plateforme. Euh, Après, voilà, c'est un très très beau projet et c'est pas mon. J'ai pas envie que ce soit juste mon projet. Moi, j'ai pas de problème, par exemple, pour déléguer le maximum et et m'entourer de bonnes ressources. La preuve, c'est que voilà, je suis avec Clément et Nicolas Auclair et qu'on forme un bon trinôme, je pense. Oui, ce que tu veux, voilà, c'est que la plateforme soit, comment dire, agréable et facile à utiliser et qui corresponde à un maximum d'utilisateurs. Voilà, c'est ça. Et si tu as des questions à me poser, par exemple, sur les plateformes concurrentes et comment on se démarque aussi, comment Moning se démarque des plateformes concurrentes, moi, ça me pose pas de problème de parler des autres plateformes à condition que je les connaisse parce que bon, il y a tellement de plateformes bourse, Bah, je les connais peut-être pas toutes, quoi. la plateforme que j'entends le plus parler, moi, dans ma communauté, c'est Finari, Mhm. qui est pareil pour répertorier un petit peu tes investissements sur plusieurs secteurs, qui est un petit peu plus complète sur certains points, parce qu'elle permet aussi, de ce que j'ai vu, d'acheter de la crypto-monnaie, enfin d'investir directement à travers la plateforme. Ça, Ouais, après, on aime ou on n'aime pas, ça dépend des utilisateurs. ouais. Et du coup, par rapport à cette plateforme, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire de Moning? Déjà, est-ce que tu connais Finari? Alors oui, je connais Finari et je vais être très objectif. C'est une très belle plateforme aussi. Je vais pas je vais pas à chaque fois casser du sucre sur les concurrents. Je trouve que c'est une très belle plateforme. Euh, en fait, en fait, de base, Finari, ils se sont positionnés comme un agrégateur de patrimoine avec un design un peu un design un peu private banking, quoi, un peu un design luxe
au niveau du design, etc. Et de base, ils se sont positionnés comme ça, quoi. Ça veut dire agréger l'intégralité de votre patrimoine, aussi bien immobilier que mobilier, que les actions, etc. Et je pense que c'est un très bon agrégateur de patrimoine. Et comment on se différencie avec Morning, c'est que Morning, à la base, c'était déjà plus axé bourse. C'est-à-dire à la base, Morning a commencé en étant un screener d'actions bourse. C'est toujours un screener d'actions bourse. C'est-à-dire, si vous allez sur Morning et vous pouvez utiliser le screener, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont accessibles même sans être connecté. Par la suite, on a rajouté la possibilité de créer un portefeuille, mettre des actifs dedans, d'avoir même plusieurs portefeuilles. Et progressivement, on a rajouté aussi des fonctionnalités qui se rapprochent des fonctionnalités de Finari, donc agrégation de patrimoine. Mais après, la grosse différence, c'est que je pense Morning va rester une plateforme plus axée bourse que agréger l'intégralité du patrimoine, aussi bien les maisons que vous avez ou les appartements que vous pouvez avoir en France ou partout dans le monde. On va rester dans une optique, on va rester plus dans une optique bourse et aussi donner sur les actifs boursiers et les ETF. Ce que potentiellement Finari, c'est pas leur corps de métier de proposer des analyses d'ETF, des analyses d'actions vraiment bien en détail. Alors après, ils ont des petites fonctionnalités par-ci par-là pour au moins agréger le dividende ou ce genre de choses, mais Morning va extrêmement plus loin en fournissant aussi des scores sur les actions, sur les entreprises. Et potentiellement, Morning peut vous permettre de trouver des entreprises sur lesquelles vous pourriez investir et vous n'en aviez pas la connaissance. Et c'est aussi ça quelque chose que je trouve vraiment sympa, c'est lorsque je discute avec des utilisateurs de Morning et puis qui me disent ah punaise, je connais ton outil et en plus je l'ai utilisé et j'ai découvert telle ou telle action avec ton outil en faisant une recherche avec le score de dividende ou le score de croissance ou tel autre indicateur. Et moi, ça me fait vachement plaisir de savoir que des gens ont trouvé des nouveaux actifs sur lesquels investir en utilisant l'outil, les outils que je propose, quoi. D'accord. Donc, moi qui suis utilisateur donc d'une plateforme immobilière qui s'appelle Realty, c'est pas demain que je vais voir mes biens immobiliers sur la plateforme Morning. Alors oui et non, parce que Realty, ils ont créé c'est de l'immobilier tokenisé. C'est ça. Alors je suis pas spécialiste, je suis pas spécialiste, mais c'est quand même beaucoup plus simple à traquer que de l'immobilier physique. Par exemple, je sais que des outils concurrents qui vraiment veulent agréger tout le patrimoine, ils doivent avoir des interconnexions avec des données du cadastre pour essayer de calculer quelle serait la valeur d'un appartement dans telle ville, dans telle rue, datant de telle année, etc., quoi. Et c'est pas mon objectif et l'objectif de Morning de proposer des fonctionnalités de ce type-là, d'essayer de calculer la valeur d'un bien immobilier dans telle ville, de telle ancienneté, etc. Parce qu'on on va rester dans une optique plus bourse, mais bourse, ETF, crypto et dans les cryptos, il y a tout ce qui est immobilier tokenisé et c'est quand même plus simple de traquer la valeur d'un portefeuille crypto que d'essayer de savoir combien vaut un bien immobilier quelque Oui, part en France, quoi. c'est plus Voilà. facile à travers la blockchain de pouvoir savoir le prix de ton token. Voilà, exactement. Ou au moins de pouvoir synchroniser euh, le nombre
le nombre de tokens que tu possèdes, en regardant telle adresse de portefeuille, ce genre de choses, quoi. Donc moi Donc, qui suis utilisateur de Moning, tu es en train de me dire que peut-être je pourrais voir mes tokens Realty sur la plateforme. ouais, ouais. Et je pense que c'est pas quelque chose qui est, je pense que c'est quelque chose qui peut être fait euh, à moyen terme, pas à court terme, pas dans les prochains jours, prochaines semaines, parce qu'on va vraiment se concentrer sur le lancement de ce troisième pilier d'intelligence artificielle et sur d'autres grosses fonctionnalités de la rentrée. Euh, mais peut-être, d'ici la fin de l'année, si c'est pas techniquement, en fait c'est simple, hein. Si c'est techniquement, si un courtier ou une plateforme Realty, etc., euh, permet, ont des interconnexions, ce qu'on appelle des API, et ces API sont accessibles sans forcément devoir payer des chèques de 10 000, 20 000, 30 000 euros. Parce qu'il y a des API qui coûtent extrêmement cher, hein, où les fournisseurs demandent des prix stratosphériques pour pouvoir y accéder. Si c'est plus ou moins ouvert, si c'est plus ou moins accessible, techniquement, il n'y a aucun problème. Parce que voilà, dans Moning, on propose déjà des interconnexions avec pas mal de courtiers, pas mal de banques, et aussi des plateformes crypto. Donc, je vais me renseigner très rapidement sur la faisabilité d'une interconnexion avec une plateforme d'immobilier tokenisé comme Realty, quoi. D'accord, je sais qu'ils ont une API qui est ouverte et qui est disponible publiquement. Ah, c'est magnifique alors. C'est magnifique. Du coup, tu parlais de frais justement des API et ainsi de suite. Enfin, comment ça se passe? Quels sont les frais un petit peu d'une plateforme comme Moning? Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu combien ça coûte d'avoir une plateforme comme ça? Ouais, aucun problème. Donc une plateforme internet, alors c'est vrai que ça a un coût, hein. Il y a beaucoup de gens qui utilisent plein de sites internet et qui pensent ouais, c'est gratuit, j'ai pas besoin de payer rien, etc. Mais il y a toujours un coût et ce coût faut toujours le répercuter et après bah soit on le répercute en mettant des bannières publicitaires, en mettant des trucs qui clignotent, ou soit voilà, on le répercute en essayant de faire payer une souscription premium à ses utilisateurs. Et donc pour Moning, voilà, on doit payer un certain nombre de prestataires. Donc toute plateforme, il y a besoin de payer les serveurs, les services pour envoyer les emails, etc. C'est pas, voilà, ça a un certain coût, mais c'est pas stratosphérique. Généralement, c'est quelques centaines d'euros par mois. Après, se rajoutent les fournisseurs spécifiques à l'outil qu'on crée. Donc, par exemple, sur Moning, on doit récupérer des données boursières. Et donc là, les coûts commencent à vachement augmenter parce que la donnée boursière de qualité. Alors, la donnée boursière de mauvaise qualité, c'est assez facile d'en obtenir, mais de la donnée boursière de bonne qualité et surtout avec de l'historique, c'est très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui vont vous fournir les dernières données, le dernier rapport de telle entreprise, etc. Mais après, quand vous voulez avoir un fournisseur qui vous fournit aussi les rapports d'il y a 5 ans d'une entreprise, c'est déjà plus compliqué. Et après, quand vous dites au fournisseur, ah bah j'ai beaucoup d'utilisateurs français et il me faut aussi les rapports des entreprises françaises qui sont sur Euronext, et puis aussi les rapports d'il y a 5 ans des entreprises allemandes qui sont sur Zetra, et ben là tout de suite c'est beaucoup plus complexe, quoi. Et donc c'est des fournisseurs qui généralement se chiffrent à plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros par mois selon le fournisseur, selon la qualité de la donnée. Et puis ce qui est aussi important à dire, c'est qu'il n'y a pas un seul fournisseur qui va tout vous fournir. C'est qu'il faut à chaque fois, faire de la veille, regarder. Alors tel fournisseur, il va fournir telle donnée, tel fournisseur va fournir des données plus qualitatives sur les ETF
Et donc après, il y a tout un travail de consolidation de la donnée, quoi. C'est comment éviter qu'il y ait des doublons, comment éviter que sur la plateforme, euh, voilà, il y ait des doublons, il y ait des problèmes, etc. Et donc c'est tout un travail avec des algorithmes et aussi maintenant avec l'intelligence artificielle qu'on essaye de le régler. Donc il y a ça, il y a aussi d'autres fournisseurs, il y a les fournisseurs cloud classiques pour envoyer des fichiers, des emails, etc. Comme je l'ai dit, il y a aussi maintenant les fournisseurs d'intelligence artificielle qu'on doit payer. Et il y a aussi un gros fournisseur pour l'interconnexion avec les courtiers français, qui lui aussi c'est sur des contrats de quelques milliers. Je vais pas donner les chiffres exacts, mais c'est quelques milliers d'euros par mois pour permettre d'avoir des synchronisations avec la plupart des banques en France. Et après, bah, c'est au cas par cas. Pour certains courtiers, on essaye progressivement maintenant de créer des connecteurs natifs à Monig pour plus dépendre d'un fournisseur open banking en particulier et pour avoir potentiellement un service encore de meilleure qualité. On crée des connecteurs natifs, mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources. C'est pour ça qu'on peut que le faire pour vraiment les très grosses plateformes. Par exemple, sur Monig, maintenant, vous trouvez un connecteur natif pour certains courtiers comme Interactive Brokers. On a un connecteur natif pour Trade Republic. On a un connecteur natif pour Trading 212. Voilà, un certain nombre de courtiers, quoi. D'accord, ce qui permet de réduire les frais. Oui et non, parce que d'un côté, tu réduis les frais. De l'autre côté, tu as de la maintenance en interne en plus. Parce que tu as un connecteur natif, mais s'il y a des changements qui sont faits du côté du courtier, c'est à toi de les répercuter, c'est à toi de modifier ton connecteur lorsque la connexion casse ou la synchronisation casse. Donc ça fait du travail en plus. Donc tu gagnes pas forcément sur les coûts. Après, l'objectif, c'est vraiment d'éviter d'avoir un intermédiaire en plus. Avec un connecteur natif, c'est directement Monig qui se connecte au courtier. Avec un connecteur non natif Open Banking API, tu as Monig plus l'Open Banking Provider qui lui a les licences, les régulations, etc. pour se connecter aux banques, etc. Et la banque au final. Donc ça fait 3 intermédiaires. Plus tu rajoutes, plus tu as d'intermédiaires et plus tu as de probabilité que s'il y a un problème sur un des 3, eh ben, ta synchronisation ne fonctionne pas. Donc le simple fait de réduire, d'enlever un intermédiaire, ça permet d'améliorer la qualité pour le client, quoi. Avoir moins de probabilité qu'il y ait une synchronisation qui ne fonctionne plus, quoi. D'accord. Et c'est toute une problématique, la synchronisation des données des clients dans Monig, et ça l'est depuis le départ, depuis qu'on a mis en place des systèmes de synchronisation, et ça l'est pour toutes les plateformes qui font de la synchronisation. Si vous allez sur le forum, si vous allez sur les plateformes qui discutent, sur lesquelles, si vous allez sur les plateformes concurrentes, vous avez quasiment les mêmes problèmes, des gens qui se plaignent de j'arrive pas à synchroniser mon courtier, etc., etc. Je pense que potentiellement il y aura une amélioration grâce aux régulations européennes. Alors, je suis pas pro régulation parce que généralement il y a trop de régulation. Mais il y a une régulation européenne qui s'appelle la DSP2 qui a obligé les banques à créer à ouvrir plus facilement leur API pour récupérer les données, pour que les services puissent plus facilement récupérer les données des comptes bancaires. Et le problème, c'est que la DSP2, c'est que les comptes bancaires classiques des clients. C'est-à-dire que si maintenant je veux créer un outil qui va se connecter sur votre compte bancaire, avec votre autorisation, bien sûr, pour pouvoir faire des opérations, par exemple, vous voulez automatiser des virements bancaires. Vous voulez, chaque mois, vous voulez envoyer un virement à telle personne, vous voulez avoir un script qui va créer un virement, un virement tous les mois pour tel destinataire. Et ben avec la DSP2, grâce à cette régulation, et ben ça a obligé les banques à créer des API de connexion. Mais ça les a pas obligés pour les comptes d'investissement. Donc tout ce qui est assurance vie, PEA, tout ça, elles sont pas encore obligées. Et là, ils sont en train
ils sont en train de finaliser un paquet de lois qui sera la DSP3. Et a priori, dans la DSP3, il y aura aussi, alors a priori, je suis pas vraiment sûr, mais il y aura peut-être les plateformes crypto et en plus les comptes d'investissement pour les banques et les courtiers plus traditionnels. Donc, si un jour il y a la DSP3, ça pourrait obliger les courtiers à avoir des systèmes d'interconnexion qui soient plus fiables. Et donc, ça fiabiliserait toutes les plateformes qui se synchroniseraient à vos comptes. Donc, tout le secteur, en fait, des plateformes comme Moning, Finari, etc., qui essayent de synchroniser votre patrimoine, ça les fiabiliserait, quoi. D'accord, donc forcément plus facile pour l'utilisateur au final. Ouais, ça serait bien pour l'utilisateur. Ça serait une régulation qui serait plutôt dans le bon sens. Parce que la DSP2, alors, je connais pas l'intégralité, mais dans la DSP2, il y a cette notion de une banque doit avoir une API qui permet à des tierces parties de se connecter, de récupérer des données sur vos comptes courants. Et donc, ça a permis à des plateformes, par exemple des plateformes qui vous font de l'analyse sur vos dépenses quotidiennes, des plateformes qui vous font de l'analyse pour potentiellement avoir des crédits, ce genre de choses. Ça a amélioré certaines choses. Et par exemple, je vais donner une petite anecdote. Sur Moning, il y a un système de parrainage. Ça veut dire que si par exemple vous avez une chaîne YouTube où vous faites des articles en ligne, vous parlez d'investissement, vous parlez de vos investissements, quel que soit, même si c'est un side project, vous pouvez avec Moning mettre un lien avec votre parrainage. Et tous les nouveaux utilisateurs qui vont arriver sur Moning avec votre lien de parrainage vont être traqués. Et après, on redistribue. Moning va vous redistribuer par commission, en fait. Si certains de vos utilisateurs qui sont venus sur Moning avec vos liens deviennent membres Moning Pro vous récupérez une certaine commission. Et cette commission, en fait, elle est payée par Moning grâce à ces nouvelles API qui permettent d'automatiser des virements bancaires, en fait. Donc c'est grâce à des API, open banking que je fais les virements bancaires des affiliés sur Moning, quoi. Okay. Et donc j'espère, pour finir, que la DSP3 va améliorer la synchronisation des comptes d'investissement, donc ce qu'on appelle les comptes Wealth, et aussi va obliger les plateformes crypto à avoir ce même type d'API, quoi. S'il y a ça, je serai content, quoi, en tant qu'ingénieur de la plateforme Moning, quoi. Alors après, je suis pas un énorme poisson, hein. Moning, il y a quand même, maintenant il y a plus de 70 000 utilisateurs sur la plateforme, donc c'est quand même des beaux chiffres. Et je serais content, quoi, si la DSP permet d'améliorer ça, quoi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des bénéfices que fait la plateforme Moning? Alors, si bénéfices il y a. Ouais, tu parles plutôt des revenus ou des bénéfices vraiment, parce que en fait, vu qu'on est une startup, en fait, si on a des bénéfices à la fin de l'année, ils sont pas super importants, et puis la plupart du temps on essaye de les réinvestir, ou alors on essaye de les utiliser pour faire un peu de marketing, faire un minimum d'opérations pour continuer à faire connaître la plateforme et à faire en sorte que potentiellement des nouveaux utilisateurs et des nouveaux membres pro nous rejoignent, quoi. D'accord, oui. Donc, en fait, là, on a à peu près, on a plus de 2000 membres pro sur la plateforme. On a plus de 70 000 utilisateurs gratuits de la plateforme. Sur notre forum, on a beaucoup de
on a beaucoup d'activités. On est on est très content de ça. Et en chiffre d'affaires, on est entre 10 000 et 15 000 de chiffre d'affaires par mois. Et après, euh, voilà quoi. On a aussi les mêmes aléas que la bourse et que les plateformes, que les courtiers. Je pense que c'est pareil pour les courtiers lorsque le marché est en bear market, lorsque les investisseurs on a des primes. Sur notre plateforme, c'est pareil. On a des petits creux, quoi. On a des petites périodes où il se passe un peu où il y a un peu moins d'inscriptions, où il y a un peu moins où il y a un peu moins de conversion, comme on dit dans le domaine. Et puis, lorsque le marché est en euphorie, par exemple, à l'après-Covid, là où il y a eu le dernier boom des crypto-monnaies, où il y a eu, où c'était vraiment l'euphorie. Là, c'était incroyable le nombre. Je pense que ça soit plateforme de courtage, toutes les plateformes autour de la bourse, on fait des chiffres pas possibles. Après, ça s'est un peu calmé. Il y a eu la guerre, il y a eu la guerre en Ukraine. Maintenant, il y a la guerre aussi au Moyen-Orient. Euh, Mais en ce mais moment, c'est c'est, un mais peu c'est, moins mais c'est, favorable. mais- ouais, c'est un peu moins favorable, mais en même temps, c'est pas si mal parce que la période d'euphorie, c'était un petit peu too much, quoi, à certains moments, quoi. Surtout avec les cryptos où il y avait où il y avait les pumps de meme coins, ce genre de choses, quoi, et des pumps de crypto qui n'avaient strictement aucun fondamentaux. Ah, moi, je vais Donc, pas m'en plaindre. J'arrive à prendre de l'argent sur certaines cryptos, justement. Donc, ouais, non, mais impeccable, hein. Si des gens arrivent à faire de l'argent sur de la spéculation et des petites opérations comme ça, pourquoi pas, quoi. Euh, il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui arrivent même des fois à faire un peu d'argent en faisant du trading un peu plus court terme, quoi. Après, voilà, comme dit, la philosophie de Moning, ça reste plus l'investissement long terme, et on va rester dans cette voie-là, quoi. oui, parce qu'au final, c'est même pas vraiment investissement. C'est plus, on parle de patrimoine. Et patrimoine, c'est tout de suite synonyme de long terme. Ouais, voilà, patrimoine et investissement long terme en bourse, quoi, avec plus une philosophie sur les actifs boursiers. Et Moning va rester dans cette voie-là, quoi. Et donc aussi dans une voie dans une voie éducationnelle aussi, quoi. D'accord. Avec Moning, vous allez continuer à apprendre sur les marchés. Vous allez continuer à apprendre et à évoluer sur les marchés boursiers pour potentiellement avoir de meilleures performances sur les marchés boursiers, quoi. Et du coup, Moning n'est pas basé en France. Est-ce que c'est pour une raison fiscale? Est-ce que c'est parce qu'il fait plus joli, plus de soleil ailleurs ou pas? Est-ce que tu peux en parler? Et ben, je te confirme, il fait plus froid en Estonie. D'accord. Non, ça c'est une raison totalement personnelle. Ça fait plus de 5 ans que je suis expatrié en Estonie. Donc, c'est l'Estonie, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est un des 3 pays baltes. Donc, il y a la Lituanie, plus à l'ouest. Entre les deux, au milieu, il y a la Lettonie et à l'est, il y a l'Estonie. Et ça fait plus de 5 ans que je suis expatrié là-bas. Et je peux vous assurer, voilà, c'est des raisons, c'est totalement personnel. J'apprécie la culture là-bas, j'apprécie la vie aussi en Estonie. C'est un pays qui est très moderne, qui est très axé sur le numérique. Ils sont sortis de l'Union soviétique en 91. Et lorsqu'ils sont sortis de l'Union soviétique, ils ont dû recréer leur administration, leur système administratif from scratch, donc à partir de zéro. Et ils se sont vraiment posé la question, ok, est-ce qu'on doit essayer de copier les Français? Est-ce qu'on doit essayer de copier les Allemands, les Suisses? Et ils ont vraiment regardé en fait les différents systèmes administratifs. Et ils ont fait le bon choix de directement créer une administration qui soit totalement online. Et donc, ils étaient précurseurs, quoi. Ils étaient précurseurs et il y a tout qui est digitalisé en Estonie, mais ça va même beaucoup plus loin que ce que ce que proposent actuellement les pays Europe de l'Ouest. Par exemple, en Estonie, vous avez
Vous avez même les prescriptions des médecins qui sont totalement numériques. Vous avez un dossier de santé totalement numérisé. Les gens ne signent quasiment pas de contrat papier en Estonie. On utilise tous notre carte d'identité nationale pour pour signer les documents. Donc même un bail, même un contrat de location d'appartement, vous pouvez le signer avec votre carte d'identité, quoi. Euh, Donc D'accord, je savais pas ça. c'est vraiment totalement ma personnalité. Et puis les Estoniens sont connus pour avoir une personnalité très très calme, légèrement introvertie, des fois peut-être un petit peu trop. Ça convient pas à certaines à certaines personnes qui veulent un peu un peu le côté social, des fois le côté social qui manque un petit peu. Mais moi, je préfère avoir une administration qui fonctionne, tous les services qui fonctionnent, les services sociaux qui fonctionnent et tout, plutôt que juste le côté extraverti des gens, quoi. Donc ça me convient parfaitement, ça convient à ma personnalité. Et puis c'est pas un paradis fiscal, hein, l'Estonie, hein. Alors après, c'est pas des taux qui sont équivalents à la France, c'est clair. La France, on est dans le podium malheureusement de l'imposition. Euh, mais il y a alors les dividendes, les dividendes d'entreprise, c'est entre 20 et 25%. Les salaires sont quasiment aussi imposés qu'en France. Par contre, il y a un système qui est vraiment très sympa, c'est que quand vous avez une entreprise, tant que l'argent reste dans l'entreprise, vous n'êtes quasiment pas imposé sur les bénéfices de cet argent tant qu'il reste à l'intérieur de l'entreprise et tant qu'il est réinvesti. Ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas d'IS. En fait, vous avez que de l'imposition lorsque vous sortez de l'argent de l'entreprise et que vous le versez soit en dividende, soit en salaire. Et ce système est vraiment très, très sympathique pour les startups qui veulent se lancer, quoi. Parce que quand on est une startup, quand on veut lancer une startup, et ben on se dit ok, peut-être qu'on a un petit peu de capital, peut-être qu'on se dit on va pas se verser de salaire peut-être qu'on peut vivre sans se verser de salaire pendant 1 an ou 2. Et bah avec l'Estonie vous pouvez réinvestir l'argent, et même si vous avez des bénéfices, vous allez pouvoir les réinvestir et vous n'allez pas être très taxé sur les bénéfices que votre entreprise va faire. Vous allez être uniquement taxé lorsque vous allez vous reverser l'argent de l'entreprise sous forme de dividendes ou de salaire. D'accord, donc oui, pour un développement de société, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Et après, bah, pour ceux qui sont intéressés, bah, Tallinn, c'est une petite ville, hein, c'est une petite capitale, on va dire, 450 000 habitants, et qui est très agréable à vivre, surtout en été. Les températures, c'est entre 20 et 25 degrés en été. Et l'hiver, c'est bien sûr froid, mais c'est même pas vraiment le froid qui est insupportable, c'est plus le manque de lumière. C'est vu que vous êtes plus au nord, il y a vraiment un manque de lumière lorsqu'il fait quasiment nuit toute la journée. Et c'est vrai que ça dure de nombreux mois. Et donc lorsqu'il y a des expatriés qui viennent, et après ils viennent en été, et puis ils se disent ah punaise, c'est génial, c'est magnifique. Et après ils ont leur premier hiver, et là ouf, là ils voient que c'est pas aussi facile d'être expatrié en Estonie à cause à cause du manque de lumière. Et la plupart du temps, lorsque les expatriés repartent, c'est à cause de ça, quoi. C'est à cause du manque de lumière plus que du froid, quoi. Ok. Ouais. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à dire pour la communauté? Alors ta communauté et celle de Moning, bah non, mais moi que je suis toujours aussi passionné euh, pour continuer le développement de cette belle plateforme. Et je suis toujours autant passionné pour la développer, pour continuer, pour continuer dans cette philosophie, l'éducation, les marchés boursiers, l'investissement long terme. On va rester dans cette philosophie. On a des belles fonctionnalités qui arrivent. Ça, c'est le petit coup de pub. On a de belles fonctionnalités qui arrivent en septembre. Euh, et puis voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le forum de notre plateforme, le forum de Moning, qui est vraiment, comment dire, les gens sont vraiment
vraiment gentils entre eux. Ils sont vraiment gentils entre eux. Ils sont dans cette philosophie vraiment d'aider les autres et il n'y a pas trop, il y a pas énormément de tension. Et donc je suis vraiment content de l'ambiance qu'il y a sur notre forum, quoi. Voilà. Et puis, euh, et puis bien sûr, bah, je continue de te suivre. Je te suis déjà sur YouTube. Merci à Euh, toi. je continue de suivre tes vidéos, d'ailleurs qui sont améliorées. Et puis tu nous suis aussi déjà depuis de nombreux mois. Donc je te remercie aussi, un peu moins pauvre. Et puis je souhaite à tout le monde bah, d'être chaque jour un peu moins pauvre. Et pour être un peu moins pauvre, bah, c'est l'investissement long terme c'est l'investissement long terme qui fonctionne et l'investissement long terme diversifié quoi, qui fonctionne, quoi.